Bonjour à tous, nous voici donc dans l'épisode numéro 3 de cette Bright Series et donc nous allons recevoir différents intervenants. Donc je me représente, je suis Thomas Daubon, chercheur au CNRS et j'anime une équipe sur la thématique du métabolisme énergétique dans le développement du glioblastome. Je vais donner la main à ma collègue Charlotte Broniman. Est-ce que tu peux te présenter, Charlotte ? Bonjour, moi je suis le docteur Broniman, je suis médecin, neurologue et puis cancérologue. Je prescris des chimiothérapies et je fais également les essais cliniques et par exemple les inclusions dans les protocoles d'essais thérapeutiques de phase 1, 2, 3. Merci. Merci Charlotte. Ensuite nous aurons Joris Guyan, donc, qui est doctorant dans l'équipe que j'anime. Joris, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, merci Thomas. Donc moi, c'est Joris Guyon, je suis pharmacien et aussi doctorant dans l'équipe d'Andreas Bicfalli et supervisé aussi par Thomas Dogon et on travaille sur le métabolisme tumoral du glioblastome. Merci Joris. Ensuite, nous revoyons Sophie. Donc Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, donc Sophie Joliot, je suis atteinte d'un glioblastome et je participe en ce moment à l'essai clinique sur Gliovac. Et ensuite, en duplex, nous aurons Olivier Adotevi que nous présenterons juste avant son intervention. Donc voilà, je me retourne vers Sophie. Donc Sophie, nous avons eu différents épisodes auparavant qui nous a permis de découvrir votre histoire, donc histoire de patient, de la détection en fait de votre pathologie. Donc vous nous avez expliqué que en fait il y a eu différentes détections à différents moments jusqu'à un affinement suffisamment précis en fait de cette pathologie que donc on appelle le glioblastome, qui est une tumeur cérébrale. Et donc ensuite nous avons vu aussi les traitements que vous avez eus ces derniers mois, puisque c'est assez récent, tous ces traitements, notamment chimiothérapie, radiothérapie, mais aussi résection tumorale, donc avec les collègues neurochirurgiens. Et donc maintenant, on m'a dit que vous faisiez partie en fait d'un essai clinique, un essai clinique particulier. Et donc j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé à accepter de rentrer dans cet essai clinique. Merci Sophie. Eh bien, donc, à l'issue de mes séances de radiothérapie et de la prise de la chimiothérapie, il y avait donc une pause dans le traitement et normalement, ensuite de traitement Stupp, j'aurais dû continuer sur de la chimiothérapie par cachet tous les mois pendant un certain nombre de mois. Et puis, donc, pendant cette phase de latence entre la reprise du traitement, j'ai eu un coup de fil de mon médecin, le docteur Broniman, me disant que un nouvel essai clinique s'ouvrait sur Bordeaux, puisqu'il n'existait pas avant, il n'était pas ouvert. Donc un nouvel essai clinique s'ouvrait justement sur le traitement des tumeurs telles que la mienne. Alors elle m'a exposé un petit peu le processus en me posant la première question, êtes-vous contre les vaccins ? Donc déjà, ça partait sur des injections. Donc rien contre les vaccins particulièrement. Moi, une des premières questions que je lui ai posées, c'est essai thérapeutique, essai clinique, est-ce que je suis susceptible de ne rien avoir ? Elle me dit non, non, c'est un essai clinique dans lequel tous les patients ont le principe actif. Donc elle m'a un petit peu expliqué en quoi ça consistait, brièvement au téléphone, puisqu'après on s'est rencontrés évidemment. Et puis dans l'entretemps, j'ai appelé mon frère médecin, disant on me propose un essai clinique. Alors déjà, pourquoi un essai clinique alors que j'avais un traitement qui m'était proposé ? Donc là, le docteur Broniman m'a dit qu'effectivement, le profil de ma tumeur faisait que je n'aurais que peu ou pas de bénéfices à reprendre de la chimiothérapie, puisque ma tumeur ne répondait pas justement à ce médicament. Donc c'était une autre option qui m'était proposée donc, à ce moment-là. Donc un essai clinique, je lui ai dit on va être dans les premiers. Alors mon frère m'a dit non, c'est pas un essai clinique, c'est un essai clinique qui a déjà débuté à Besançon. Je sais qu'à Paris, il y a aussi des hôpitaux qui le font. C'est une chance pour toi que ça s'ouvre là. Et c'est vrai qu'il y a eu une fenêtre de tir, un alignement des étoiles, je dirais, parce qu'il y a des délais évidemment à respecter pour rentrer dans un essai clinique. Alors moi j'avais la bonne tumeur, si on peut dire. J'arrivais au bon moment, puisque je venais juste de terminer ma radiothérapie. Donc, il y a des choses qui font réfléchir aussi. Puis on se raccroche peut-être un peu à tout quand on est malade, en se disant,
Ça se présente, peut-être qu'il faut sauter sur l'occasion. C'est le discours que j'ai eu de mon frère, du docteur Broniman, qui m'a dit moi je serai vous. Enfin, elle me l'a pas dit comme ça, parce qu'elle ne peut pas me le dire comme ça. Mais c'est une opportunité, réfléchissez, mais bon. Donc, je me suis engagée. Alors, la recherche, moi, c'est vrai que j'y étais un petit peu déjà. J'avais déjà. Familiarisée. Merci. J'étais déjà familiarisée un peu avec ça parce que ma fille. Vous allez en entendre beaucoup parler, ma fille, dans ces épisodes. Quand elle était plus jeune, effectivement, ce qu'on lui a diagnostiqué, c'était une histiocytose langerhansienne, donc une maladie auto-immune assez rare. Et du coup, elle a été incluse dans pas des protocoles de recherche, mais en tout cas de suivi de sa maladie à l'Institut Gustave Roussy. Ces prélèvements étaient utilisés. On avait accepté que tous ces prélèvements soient utilisés, que les résultats d'analyse soient utilisés aussi pour enrichir un petit peu la banque de données pour les chercheurs. Donc, je connaissais un petit peu le principe. Et puis j'espère en tirer un bénéfice personnel de cette recherche. C'est terrible à dire, mais j'espère que ça aura un impact positif sur ma tumeur. La question que je me posais, c'est est-ce que donc Charlotte, qui est ici, vous a expliqué dans le détail, c'est-à-dire en tant que patiente, est-ce que vous voulez connaître du détail, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire ce vaccin, qu'est-ce qu'il va viser, comment je peux réagir ? Pourquoi ce vaccin à ce moment-là? Donc c'est vrai, peut-être vous pouvez aussi rebondir toutes les deux. Charlotte aussi, pourquoi tu as proposé ce vaccin à ce moment-là? Est-ce que c'était donc dans une phase de développement et que voilà, Sophie s'est retrouvée justement pouvoir être inclus dans cet essai clinique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, en fait, l'essai clinique, c'est notamment le professeur Adotevi qu'on va entendre tout à l'heure qui nous a proposé de participer à son essai clinique sur plusieurs centres. Donc nous sommes un des centres ouverts. Et après, les essais cliniques sur l'immunothérapie, c'est-à-dire le principe d'aller traiter par soi-même finalement la tumeur ou ce qu'il en reste, c'est quand même intellectuellement quelque chose qui n'a pas été fait de manière intéressante jusqu'à présent. Donc moi, ça me semblait intéressant à proposer en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est quelque chose d'assez novateur. Et donc ça, l'immunothérapie pour le moment, voilà, est en plein développement sur la pathologie glioblastome, représente un challenge aussi, c'est-à-dire que le glioblastome est une tumeur qui va éteindre en fait cette réponse immunitaire. Et donc c'est vrai que le professeur Adotevi nous en reparlera, justement comment on peut stimuler notre propre système immunitaire pour combattre cette tumeur. Voilà, donc maintenant je vais me retourner vers Joris Guyon et donc je voudrais faire juste une petite transition donc, sur la recherche que nous faisons dans notre équipe. On n'est pas les seuls à faire ça en France, il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur des recherches académiques ou ce qu'on peut appeler aussi précliniques en neuro-oncologie, notamment sur le glioblastome. Et ces recherches, nous arrivons notamment à pouvoir les mener grâce aux échantillons de patients. Parce qu'on a une particularité dans notre équipe, c'est qu'on arrive à extraire des cellules tumorales de ces échantillons de patients qui donc sont indispensables à la bonne compréhension de ces mécanismes. Et donc à partir de ce moment-là, on peut essayer de trouver des traitements ciblés. Alors maintenant, on commence aussi à parler de traitements qui vont être individualisés, c'est-à-dire comprendre comment ce patient pourrait réagir face à tel traitement. Et Joris va nous présenter en fait des travaux qui vont dans ce sens-là sur voilà, des tumeurs particulières qui avaient été pour le coup générées dans mon laboratoire de postdoctorat en Norvège. Voilà. Merci Thomas. Donc, parmi l'ensemble des axes de recherche pour étudier le développement tumoral, ici, nous allons vous parler du métabolisme énergétique tumoral et qui correspond classiquement au mécanisme énergétique qui permet à la tumeur de se développer. Cette notion est apparue il y a une centaine d'années via un médecin allemand, Otto Warburg, qui stipulait déjà que l'équilibre métabolique entre les cellules saines et les cellules cancéreuses n'était pas le même. En effet, les cellules cancéreuses ont une capacité à prendre le glucose de manière beaucoup plus importante que les cellules saines, et elles sécrétaient une quantité anormalement élevée de lactate, et ce, indépendamment des concentrations en oxygène. De nos jours, il est actuellement connu que la dérégulation du métabolisme apparaît comme l'une des caractéristiques principales
du développement tumoral. Et un concept est émergé. Il s'agit de celui de la reprogrammation tumorale, principalement due à une grande hétérogénéité métabolique au sein même de la tumeur, associée à une grande variabilité de substrats et de sources énergétiques, mais aussi par l'utilisation de nombreuses voies métaboliques. En effet, les cellules vont avoir une capacité à adopter son métabolisme énergétique en fonction des besoins du micro-environnement qui l'entoure. En cas d'environnement riche en nutriments, comme le glucose ou la glutamine, les cellules vont récupérer ces substrats, l'oxyder pour produire de l'énergie, pour faire de la réserve métabolique sous forme de lipides, ou produire ou synthétiser de la biomasse pour aider la prolifération tumorale. Cependant, en période plutôt privative, la cellule va donc utiliser son stock, mobiliser son stock de lipides pour produire de l'énergie, mais également utiliser des substrats qui anciennement étaient considérés comme des déchets métaboliques, le lactate, l'acétate, pour alimenter l'oxydation, la phosphorylation oxydative et produire de l'énergie. Par ailleurs, il existe aussi des oncogènes qui vont réguler l'expression de ces sources métaboliques, et ceci dans le but de maintenir la croissance et la prolifération tumorale. Maintenant, quand on s'intéresse au métabolisme cérébral, il existe une symbiose entre deux types cellulaires, les astrocytes et les neurones, qui va être caractérisée par le fait que les astrocytes, qui sont des cellules glycolytiques, vont récupérer le glucose provenant de la circulation sanguine, l'oxyder en pyruvate pour produire de l'énergie, et ce pyruvate va ensuite être transformé en lactate via la lactate déshydrogénase de type A, pour favoriser le potentiel oxydoréductif de la cellule et favoriser encore d'augmenter la production de la glycolyse. Ce lactate ainsi produit va être sécrété dans le milieu extracellulaire, puis va être récupéré par les neurones, qui sont des cellules très oxydatives, donc qui vont récupérer ce lactate, qui va être transformé en pyruvate via une autre isoforme, la LDHB, pour alimenter la mitochondrie, produire de l'énergie, mais aussi des substrats de communication cellulaire comme le glutamate. Ainsi, le glioblastome, qui est une tumeur très peu différenciée qui a pour origine des progéniteurs de ces types cellulaires que nous avons vus précédemment, a la capacité de pousser au laboratoire sous forme de sphère, donc de manière très peu différenciée. Et l'intérêt d'avoir des biopsies de patients, c'est de pouvoir extraire ces lignées cellulaires et d'étudier cette lignée qui correspondra donc à un avatar du patient au laboratoire. Sous l'action de certains stimulus, la lignée cellulaire va être capable de réexprimer un phénotype particulier des cellules que nous avons vues précédemment. Une autre caractéristique du glioblastome, c'est qu'il s'agit d'une tumeur principalement glycolytique associée à une forte production de lactate. Et il a été démontré que le lactate avait un rôle important dans l'inflammation, mais aussi l'échappement immunitaire, qui permettait de protéger du coup la tumeur de la destruction immunitaire. Le lactate va favoriser le développement de vaisseaux sanguins, connus sous le nom d'angiogénèse, et favoriser l'invasion tumorale avec la production de métastases pour former des foyers distants. Aussi, il a été récemment montré que le lactate pouvait modifier l'expression de certains gènes métaboliques via la lactylation des histones. Donc, le fait d'étudier les enzymes qui correspondent schématiquement au moteur énergétique de la cellule, mais aussi du lactate, qui est un substrat, l'essence qui permet de faire fonctionner ce moteur, apparaît dès lors comme une approche importante pour essayer de trouver la vulnérabilité métabolique de cette tumeur. Lorsque nous étudions cette tumeur au sein d'un cerveau de souris, nous observons que l'expression de ces enzymes, les lactates déshydrogénases, est différente en fonction de différentes zones. Au niveau de la zone invasive, connue sous le nom de corps calleux, une région riche en fibres nerveuses, l'expression de LDHB sera beaucoup plus importante que LDHA. Cependant, au niveau du centre de la tumeur, beaucoup plus hypoxique, l'inverse sera observé avec une prédominance d'expression de LDHA. Et ceci va être vraiment mixte au niveau d'autres régions tumorales. Ainsi, dans notre approche au laboratoire, nous avons décidé de cibler à la fois les deux enzymes pour pouvoir lutter contre le développement et l'invasion de cette tumeur. Donc, en utilisant la technique des ciseaux moléculaires, connue sous le nom de CRISPR-Cas9, nous avons éteint l'expression de ces enzymes, LDHA et LDHB,
Et ensuite, nous avons observé les changements au niveau transcriptionnel et métabolique de l'extinction de ces deux enzymes. Et effectivement, et principalement en hypoxie, donc quand les taux d'oxygène sont très faibles, l'impact de la double extinction est vraiment important sur la lignée cellulaire. Et ceci va être traduit au niveau in vitro par une plus forte apoptose des cellules tumorales, associée du coup à une diminution de la croissance de la tumeur, mais aussi dans un modèle d'invasion en matrice tridimensionnelle par une diminution de l'invasion, qui est un peu le schéma de la formation de métastases. Maintenant, lorsque nous injectons ces cellules dans les cerveaux de souris, nous observons également qu'il y a une réduction de la croissance tumorale et une réduction de l'invasion, ce qui corrobore avec une augmentation de la survie des souris. Pour conclure, le métabolisme énergétique tumoral, il s'agit donc d'un nouveau souffle d'une ancienne hypothèse qui date d'il y a plus d'une centaine d'années, qui permet d'identifier des nouvelles cibles, d'avoir une approche sur la vulnérabilité métabolique de la tumeur et afin de trouver des pistes thérapeutiques qui peuvent être prometteuses pour le patient. Nous avons l'exemple du méthotrexate, un antimétabolite qui a déjà fait ses preuves dans certaines leucémies. Cependant, comme tout médicament, celui-ci peut avoir des effets indésirables. Et comme toute cellule utilise le métabolisme, il est possible par infiltration de cette molécule que ça puisse atteindre le mécanisme sain au niveau du cerveau. L'autre piste à creuser, c'est de trouver les systèmes de compensation des cellules tumorales qui se mettent en place pour lutter contre cette inhibition d'une voie métabolique par des shunts d'autres voies pour compenser. Et enfin, un problème qui est assez récurrent au niveau du cerveau, c'est l'accessibilité des drogues au niveau de la tumeur, puisque le cerveau est protégé par un nombre de barrières physiologiques très importantes qui empêchent le passage de certaines molécules. Et pour conclure, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de prise en charge personnalisée du patient, que ce soit via l'extraction de cellules issues de ce patient pour mimer un avatar de la tumeur de ce patient et d'étudier précisément son métabolisme pour lui proposer un traitement en adéquation avec la vulnérabilité métabolique. Et voilà, je vous remercie Thomas et les autres pour votre attention. Donc merci Joris. Voilà, donc il nous a fait une démonstration en fait de comment on peut utiliser les cellules de patients. Alors c'est pas du tout un terme péjoratif, c'est vraiment s'aider de ces cellules pour mieux comprendre. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment une démarche scientifique qui prend de l'ampleur ces dernières années et qui permet vraiment de mieux comprendre au plus près en fait de l'adaptation de ce glioblastome. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais préciser aussi, c'est que donc, dans le cadre de cette étude, on a eu une démarche aussi originale, et Charlotte est au courant de cette démarche, c'est d'utiliser des molécules qui sont déjà utilisées dans d'autres pathologies. Donc c'est de la reprogrammation de molécules existantes qui ont déjà des AMM, donc des autorisations de mise sur le marché. Et dans ce cadre-là, nous avons utilisé un antiépileptique, puisque c'est une molécule en fait qui est connue pour passer cette fameuse barrière hémato-encéphalique qui est une problématique majeure dans la prise de médicaments des patients atteints de glioblastome. Et les premiers résultats que nous avons, c'est que cet antiépileptique pourrait aussi aider en fait à la réduction de la croissance tumorale. Voilà, donc on va terminer sur cette présentation de recherche préclinique. Je vais donner la main à Charlotte, qui connaît très bien le professeur Adotevi, pour introduire en fait sa présentation. Merci Charlotte. Oui, je vais moi donner la main au professeur Adotevi, qui effectivement est un chercheur avec beaucoup d'essais cliniques et notamment l'essai UCP-VAX Glio, actuellement ouvert dans plusieurs centres, notamment à Bordeaux, mais dont il va nous parler. Merci. Je vais partager mon écran. Vous m'entendez? Très bien. Okay. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Alors, merci pour m'avoir invité pour présenter en quelques minutes les grandes lignes de l'essai UCP-VAX dans le glioblastome. Merci aux organisateurs. Moi, je suis immunologiste et oncologue médical au CHU de Besançon et je dirige une équipe de recherche INSERM dans la même ville. Et une équipe de recherche qui travaille surtout sur l'immunothérapie des cancers. Donc, très rapidement, je pense qu'on
vous avez parcouru pas mal de choses sur le glioblastome, etc. Et moi, je vais rentrer dans le vif du sujet, de parler de ce vaccin anti-télomérase que nous développons au CHU de Besançon, mais en collaboration avec plusieurs équipes à travers la France, dont l'équipe bordelaise, le docteur Broniman, ici présent. Alors, cet essai, voilà le titre, hein, c'est de tester ce vaccin thérapeutique, je dis bien thérapeutique, donc ce n'est pas préventif, qui est dérivé de la télomérase, qu'on appelle des peptides, vaccins peptidiques, qu'on appelle Universal Cancer Peptide, UCP, d'où le nom, c'est le nom du vaccin vient de là. UCP base dans le glioblastome. Cet essai que je coordonne avec un coordinateur clinique qui est un expert en neuro-oncologie, qui est le professeur Antoine Carpentier à la PHP à Paris. Alors, pourquoi on a choisi la télomérase pour faire un vaccin? Vous savez, le principe de la vaccination, c'est d'activer, on en parle beaucoup actuellement avec le Covid, c'est d'activer les défenses immunitaires d'un individu contre un pathogène. Et en ça, c'est quand on s'adresse à un agent, un corps étranger, par exemple un virus. Dans le cas de cancer, c'est un vaccin qui n'est pas préventif, mais qui est thérapeutique, qui consiste à réactiver les défenses immunitaires du patient contre sa propre tumeur et essayer de la contrôler et l'éliminer. C'est le principe de l'immunothérapie en général. Et ça, dans le cas des vaccins thérapeutiques, c'est les défenses immunitaires de la patiente ou du patient qui agit et qui contrôle la tumeur. Et pour faire un vaccin, comme vous savez, il y a besoin d'un antigène. Et nous avons, depuis quelques années, nous travaillons sur la télomérase, qui, pour nous, est un antigène de tumeur, que je dirais un antigène partagé d'un antigène universel, parce qu'elle est exprimée dans plusieurs tumeurs, comme je vais vous l'expliquer sur cette diapositive. C'est le complexe enzymatique que vous voyez qu'on appelle la télomérase reverse transcriptase. Cette enzyme agit au niveau dans les chromosomes, au niveau des chromosomes, de l'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères, que vous voyez sur le schéma ici en bas. En fait, ce qui se passe dans nos cellules, quand les cellules se divisent, ils naissent et se multiplient, la taille des télomères qui est à l'extrémité des chromosomes diminue. Ça permet de conserver l'intégrité des chromosomes et du matériel génétique qui se transmet de cellules fille en fille. Et au fur et à mesure que les cellules se divisent, la taille se raccourcit et ça programme la mort programmée physiologique de nos cellules. Les cellules à gauche vont rentrer en sénescence et vont vieillir, c'est le vieillissement, parce que la taille des télomères se raccourcit et les cellules finissent par mourir. C'est ça qui régule la vie un peu, l'horloge télomérique de nos cellules. Alors, vous comprenez que ce devenu physiologique de nos cellules est incompatible avec une cellule tumorale qui est une cellule immortalisée, qui se divise sans cesse et qui se multiplie. Alors, qu'est-ce que font à droite du schéma les cellules tumorales? Elles surexpriment cette enzyme qu'on appelle la télomérase pour rallonger l'extrémité de leur télomère et donc leur permettre de ne pas mourir. En fait, pour résumer, la télomérase, c'est l'enzyme qui confère l'immortalité aux cellules tumorales. Donc, du coup, par conséquent, quasiment tous les cancers connus l'expriment, le poumon, le sein, etc., comme la liste n'est pas exhaustive ici, vous voyez, dans le tissu nerveux, toutes les tumeurs cérébrales aussi l'expriment, puisque les cellules tumorales en ont besoin pour être immortalisées. Et particulièrement, la télomérase joue un rôle particulier dans le glioblastome parce qu'il y a certaines tumeurs, pour pouvoir assurer leur immortalité, la survie de leurs cellules, de leurs cellules cancéreuses, utilisent une mutation du promoteur du gène qui code pour la télomérase, qui est là, et cette mutation réactive la télomérase dans les cellules cancéreuses, et cette mutation augmente l'expression donc de la télomérase dans les cellules cancéreuses, assure ainsi la survie des cancers. Et le chef de file des tumeurs, des cancers qui utilisent ces mutations du promoteur, c'est le glioblastome. Et vous voyez ici sur la figure, là, le taux de mutation du promoteur de la télomérase qui est de à peu près 80% dans les glioblastomes. Donc, quasiment une forte fréquence de mutation dans les glioblastomes, donc qui assure une surexpression de la télomérase dans cette tumeur. Et il est connu que les tumeurs glioblastomes qui ont une mutation de la télomérase sont souvent de mauvais pronostics, ça c'est connu.
Le vaccin que nous avons développé depuis quelques années est dérivé de cette télomérase et consiste à stimuler des réponses immunitaires particulières, ce qu'on appelle les réponses CD4-TH1. Et ces réponses CD4-TH1 contrôlent vraiment la réponse immunitaire antitumorale et jouent un rôle important dans l'immunité antitumorale puisque ça va donner l'ordre à toutes les autres cellules de combattre le cancer. Et à partir de la télomérase, on a identifié au sein de cette séquence ces deux peptides qu'on appelle UCP2 et UCP4 que reconnaissent ces peptides, ces lymphocytes particulières, CD4, et du système immunitaire et qui permet de stimuler ces réponses TH1 spécifiques. Et ça, ce sont les travaux de l'équipe durant ces 10 dernières années avec un brevet déposé en 2012. Qu'est-ce que fait dans les modèles précliniques? Ce qu'on a montré, c'est que quand on vaccine des souris qui ont des tumeurs, des modèles de tumeurs expérimentaux, avec ces peptides, on augmente les réponses immunitaires TCD4 et également, surtout les réponses immunitaires CD8 qui vont envahir la cellule tumorale et détruire les cellules tumorales. Ça, c'est ce qu'on avait montré chez la souris. Chez les patients, en préclinique, à partir de prélèvements qu'on récupère chez des patients, notamment des prélèvements sanguins, on a cherché si des réponses antitélomérase pouvaient exister chez des patients qui ont des cancers. Est-ce que les patients ont naturellement des réponses contre cet antigène? Oui. Ça, ce tableau vous montre qu'on l'a recherché dans plusieurs cancers, ça donne le cancer du rein, le cancer du poumon, le canal anal, le mélanome, le colorectal. Et chaque fois que les patients ont cette réponse, les patients qui développent naturellement des réponses contre la télomérase, notamment ces réponses TH1, c'est associé à une évolution favorable de la maladie. Donc, avec ces arguments, on s'est dit, si on stimule ces réponses chez les individus, ça pourrait apporter un bénéfice chez le patient. Alors, dans le glioblastome, dans nos données précliniques aussi, on l'avait observé avant de développer le vaccin. Vous voyez qu'ici, quand on prélève un peu de sang chez un patient qui a atteint le glioblastome et qu'on l'expose à ces peptides, on peut détecter, ça c'est une technique qu'on appelle e-spot, qui détecte les cellules qui produisent des interférons gamma en réponse à ces peptides. Et ça, on a testé un certain nombre, une cinquantaine de patients atteints de glioblastome. Vous voyez qu'il y a 58%, c'est 42% des patients qui ont naturellement ces réponses contre la télomérase et c'est avec une courbe de survie qui a tendance à être la meilleure lorsqu'on a cette réponse naturelle. D'où on s'est dit, si on veut, on peut stimuler directement chez un patient cette réponse pour arriver à cet objectif d'amélioration de la survie et d'efficacité chez le patient. Donc, l'objectif de cet essai, ce qu'on appelle ICP Val-Guillot, on l'a appelé ICP Val-Guillot parce qu'il y a plusieurs autres essais qui se font dans d'autres cancers, le poumon, les cancers HPV, avec ce même vaccin, depuis quelques années déjà. Et c'est la première fois qu'on teste ce qu'il faut savoir, un vaccin contre la télomérase dans le glioblastome dans le monde. C'est le premier essai ciblant cet antigène dans le glioblastome au monde. Et c'est une première. Et l'objectif qu'on s'est fixé d'abord, c'est de savoir si ce vaccin est immunogène, c'est-à-dire stimule la réponse immunitaire efficace chez les patients atteints de glioblastome. Et puis, il y a des objectifs secondaires, et notamment des données de sécurité. Est-ce que les effets secondaires de ce vaccin et également les données de suivi associées à l'efficacité ou non du vaccin et quelques études ancillaires. Alors, très rapidement, voilà le schéma de l'étude que je vous montre ici. Là, les critères d'éligibilité, cet essai, et c'est ce que le docteur Broniman a expliqué tout à l'heure également, c'est des patients qui ont le glioblastome, mais une forme qu'on appelle non méthylée MGMT et sans statut, sans mutation IDH1. Et la patiente devait être pré-traitée par la radiochimiothérapie standard. Donc, les patients recevant tout le traitement standard, mais dans cet essai, ne reçoivent pas les cycles additionnels de témozolamide qui sont peu, voire inefficaces lorsqu'on a le statut non méthylé MGMT. Et puis la corticothérapie 10 mg était autorisée.
Voilà le schéma de l'étude ici. Une fois que le patient est inclus, il y a une première phase de vaccination où on lance la machine. La patiente va être vaccinée avec une dose de 1 mg pendant 6 vaccinations sur 2 mois et demi environ, un vaccin par semaine, comme vous le voyez là, une pause d'environ 1 mois dans lequel on va faire l'évaluation tumorale. Et puis, si tout va bien, il n'y a pas d'effet secondaire majeur et qu'il y a un bénéfice clinique ou une réponse sur la tumeur, le patient peut poursuivre les séances de vaccination de rappel, on dirait, c'est ce qu'on appelle la phase de boost. Et c'est une vaccination tous les 2 mois et pendant 1 an. Et ça, pour ces premiers essais, dans le glioblastome, 28 patients devaient être inclus. Voilà les centres qui participent à cet essai. Vous savez, il y a quand même pas mal de centres, dont nous-mêmes, le Saint-Louis à Paris, à Dijon avec le professeur Guilengeli, à Bordeaux avec le docteur Broniman, et 2 centres qui vont arriver, qui vont s'ouvrir prochainement. C'est à Cariou à Plérin, le docteur Martin Babot, et puis à Marseille avec le docteur Émilie Taboué. Alors, il y a une suite à ce projet. Comme vous avez vu, et ce serait ma dernière diapositive, nous avons proposé ce vaccin d'abord chez des patients qui ont une statut MGMT non méthylé et on va le poursuivre. On a les autorisations déjà et les centres vont commencer par inclure les patients dans la deuxième phase, dans la deuxième cohorte, cette fois-ci chez les patients qui présentent un glioblastome avec statut MGMT méthylé, chez qui le temozolomide est souvent efficace. Et le vaccin serait proposé en combinaison avec cette chimiothérapie, comme vous le voyez sur ce schéma. Ils vont recevoir les mêmes vaccins utilisés dans les mêmes conditions, mais tout en prenant le temozolomide en combinaison avec le vaccin. Et également 28 patients qui doivent être inclus dans les mêmes centres que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire, donneuse d'espoir et ce qui est relativement rare. Donc, dans le cas de cette pathologie, Charlotte Broniman nous en parlait. C'est extrêmement encourageant. Donc, c'est vrai que ces traitements d'immunothérapie donnent espoir dans de nombreuses pathologies. On a entendu beaucoup parler dans le mélanome, cancer du poumon, mais c'est vrai que dans le glioblastome, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment prometteur. Et voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour la présentation de ces résultats. Je voulais juste me retourner vers Sophie. Et c'est vrai que donc là, on rentre un peu dans le dur quoi, de la recherche académique, préclinique, avec des termes extrêmement compliqués. Ensuite, avec donc, le pourquoi en fait, l'utilisation de ces vaccins. Et donc, on comprend aussi l'utilité de la recherche qui permet de mettre le doigt sur de potentielles cibles thérapeutiques ou des mécanismes qui sont ensuite utilisés chez le patient lorsqu'on a des médicaments adaptés. Et donc, la question que je me pose, c'est en tant que patiente, donc non professionnelle, c'est-à-dire non chercheuse et non clinicienne, est-ce que vous avez tendance des fois à vous perdre un petit peu dans tout ce vocabulaire hyper spécifique, à ne pas savoir exactement voilà, pourquoi ces vaccins sont faits? Donc, je voulais un petit peu votre impression en fait dans ce sens-là. Alors évidemment, comme tout le monde maintenant, dès qu'on a un diagnostic médical, on va chercher sur Internet. Donc je me suis renseignée. Alors là, j'ai vite arrêté parce que méthylé, non méthylé, muté, non muté. Non, là c'est au-dessus de mon niveau, j'avoue. Donc je ne vais pas plus profondément aller chercher des informations de ce côté-là parce que ça ne m'apporte pas grand-chose d'avoir ça. En tout cas, dans la famille, il y en a une à qui ça a apporté quelque chose, c'est ma fille qui passe son grand oral demain et elle a choisi de parler de l'immunothérapie et justement du vaccin. Donc je ne sais pas si c'est ce sujet-là qu'elle passera, mais en tout cas, elle a beaucoup cherché, elle a beaucoup travaillé. Elle m'a fait sa présentation, donc c'est elle peut-être qui m'a plus vulgarisé le sujet que moi, ce que j'ai pu en lire sur les différents sites. Mais c'est vrai que ça devient trop technique et ça n'a pas d'intérêt particulier pour moi en tant que patiente d'aller dans tous ces détails-là. Il y a une question aussi que je me posais, donc c'est pour faire le lien avec ce que présentait Joris. C'est donc quand on parle d'utilisation du matériel du patient, qui peut être quelque chose qui est particulier, qui peut être un petit peu déstabilisant pour le patient, c'est-à-dire que de perdre un peu de soi, alors d'un soi particulier, d'un soi qui a tendance à
à être pathologiques. Je me demandais en fait un petit peu quel est votre sentiment par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté de faire? Est-ce que vous avez signé, notamment, on connaît Tout à voilà, les fait, oui, oui, documents j'ai signé les documents et ça ne me pose aucun problème de savoir qu'il y a des petites fioles avec des parties de moi qui, justement, si elles peuvent servir à enrichir des bases de données, vous permettre de faire des avancées, des recherches, des tests. Honnêtement, non, c'est pas quelque chose. Enfin, la question ne s'est même pas posée. Mais bien évidemment que oui, je laisse ces résultats à la disposition des chercheurs. Enfin, moi, ils ne m'apporteront rien de plus. Oui, tout à fait. Donc je vais me retourner de nouveau maintenant vers Joris Guyon, donc, qui nous a montré ses résultats donc précliniques, prometteurs donc, en visant ces petites enzymes qui s'appellent lactate dehydrogénase, qui ont un rôle important dans le développement du glioblastome. Et donc Joris aussi a une particularité, c'est qu'il a un double cursus, notamment pharmacien. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé justement dans ton parcours scientifique? Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu de tout ça? Et est-ce que tu as des approches un peu différentielles d'un parcours scientifique classique? Alors, effectivement, oui, j'ai un parcours différent de ceux qui peuvent être biologistes purs, mais étant aussi pharmacien, je suis un peu loin du monde médical, médecin qui peut y avoir à l'hôpital. Moi, j'ai plus une approche, on va dire, pharmacologique, tournée sur le médicament, sur l'absorption du médicament, sa pharmacocinétique au sein de l'organisme de la personne, et à voir les certaines cibles d'action de ce médicament, les effets indésirables potentiels. Mais c'est vrai que ça peut être un atout pour le traitement d'une certaine maladie, l'accessibilité au sein de la tumeur, et ça apporte une complémentarité à la recherche et à la compréhension de certains mécanismes tumoraux. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aidé, en tout cas, pour ma thèse de science. D'accord, merci. Et donc c'est vrai que Joris nous expliquait notamment que cette petite molécule qui s'appelle le lactate fait partie de ces molécules qui ont tendance en fait à dire au système immunitaire stop, n'intervenez pas sur ce site-là, et donc en fait la tumeur croît, se développe justement par cette approche qui peut paraître intelligente mais déstabilisante. Et donc c'est vrai que le vaccin qui est développé par professeur Olivier Adotevi va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire réactiver ce système immunitaire, faire que notre propre organisme se batte en fait contre cette tumeur. Et donc c'est vrai que les résultats sont, je le répète, extrêmement encourageants. Et voilà, donc le professeur Adotevi, je voulais savoir si vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être nous réexpliquer brièvement ce qui a mené justement des laboratoires de recherche académique jusqu'à l'injection dans le patient. Est-ce que vous avez utilisé des modèles notamment de tumeurs dérivées de patients? Est-ce que vous pouvez nous redire un mot très brièvement par rapport à ça? Oui, très bien. En tout cas, merci. Je remercie aussi. Je dis souvent la recherche médicale, c'est les patients ou les patientes qui sont souvent les acteurs et il faut vraiment les remercier parce que donc on donne on accepte de donner son sang quand on travaille sur sa tumeur. Certes, nous, les chercheurs, on utilise ce matériel, mais d'abord, il faut l'acceptation du patient ou de la patiente. Et donc, mon premier remerciement irait à vous et donc, Madame Julio. Donc, sachez que les acteurs de la recherche médicale, biomédicale en tout cas, c'est d'abord les patients. Pour revenir sur le vaccin, effectivement, c'est un essai qui est purement académique. Tout a été développé depuis quelques années maintenant au niveau académique. Le vaccin, lorsqu'on a compris, vous savez, avec l'avènement des immunothérapies, on a testé ce vaccin initialement en préclinique dans plusieurs modèles d'animaux. On voyait qu'il y avait un effet bénéfique notamment chez les animaux. Et on s'est dit, on va se lancer chez le patient, mais ce n'était pas facile. Et c'était un peu le parcours du combattant, puisqu'il fallait produire ce vaccin, il fallait répondre à des appels d'offres nationaux de PHRC, type PHRC. Le premier essai, on avait commencé dans le cancer du poumon. Et le cancer du poumon, on a beaucoup de recul, on a 5 ans de recul actuellement, avec des dizaines de patients testés. Et on est passé à l'étape supérieure. D'ailleurs, cet essai est toujours... il y a un autre essai chez vous dans le cancer du poumon, où on le combine avec les anti-PD1 dans le cancer du poumon et dans d'autres. Et finalement, il y a 2 ans, et c'est avec Antoine Carpentier, on discutait, il me dit, mais
c'est bizarre, la télomérase, il a un rôle dans le glioblastome connu depuis très longtemps. Il y a une littérature énorme là-dessus, mais ça n'a jamais été une cible thérapeutique, je dirais, dans cette indication, notamment pour la vaccination. J'étais surpris, je dis, ah bon, ça a été déjà fait. Il me dit, non, c'est pas fait. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, vu le rôle de cette enzyme, comme vous l'avez compris, dans le glioblastome, où il y a un taux de mutation le plus élevé du promoteur de la télomérase, dans cette pathologie, on s'est dit, allons-y. On a fait quelques études précliniques que je vous ai montrées chez les patients pour voir s'il y avait une réactivité contre la télomérase dans le glioblastome. Oui, c'était le cas. Et on s'est lancé en disant, on va aller proposer cette stratégie vaccinale dans le glioblastome et voir si ça pourrait avoir un effet chez une trentaine de patients. J'avoue, pour être honnête, que quand on a commencé l'essai, sachez que le vaccin est produit par la pharmacie, comme on a une pharmacie autour de la table, le vaccin est produit par la pharmacie du CHU de Besançon. Le lot clinique est délivré, produit par la pharmacie du CHU de Besançon, qui distribue partout, y compris dans les autres centres extérieurs. On a mis ce circuit en place. Moi, j'ai appris tout ce circuit sur le tard. Je n'avais pas de formation adaptée à ça, mais forcément, quand on se lance, il fallait apprendre tout ça. Et quand on s'est lancé dans le glioblastome, il faut savoir que c'est quand même une tumeur dans laquelle le micro-environnement immunitaire est quand même assez hostile. Et vous l'avez, votre récent revue, vous l'avez résumé, le micro-environnement immunitaire sur le glioblastome, puisqu'il y a beaucoup d'équipes de recherche, dont le vôtre, M. Debon, travaille dessus à Bordeaux. Donc, on s'est dit, et qu'il y a eu des échecs des immunothérapies aussi antérieures, il faut le dire, dans le glioblastome, avec les nouvelles immunothérapies. Et on s'est dit, peut-être qu'avec la télomérase, il faut tenter, et pourquoi pas, le rationnel est là. Pourquoi pas, on sait que les CD4 peuvent stimuler vraiment, peut permettre aux autres cellules d'infiltrer les cellules tumorales et de changer le micro-environnement, les convertir les macrophages type 2 en type 1, etc. On s'est dit, allez, on se lance. Et finalement, je pense que ce n'est pas non plus un secret que je vais dévoiler. Les réponses immunologiques qu'on a parce qu'on a du recul dans les autres tumeurs, on a l'ORL, on a le canal de le côlon, on a le tumeur HPV, l'ORL, le recul est dans le poumon également. On a les meilleurs taux d'immunogénicité dans le glioblastome, toute tumeur confondue aujourd'hui. Donc, on y allait un peu, j'avoue, à reculons un peu dans les glioblastomes parce qu'on ne savait pas trop, mais on s'est dit, c'est quand même assez hostile, mais finalement, à notre grande surprise, c'est là où c'est le plus immunogène, probablement parce que l'antigène est surexprimé, et c'est là où les patients vont le plus longtemps dans les phases de rappel, ce qui est un bon signe. Je ne sais pas ce qu'on a dans les autres tumeurs. Voilà. Merci pour cette note très positive. Donc, on va conclure notre session 3, en fait, épisode numéro 3. Est-ce que, Charlotte, tu te voudrais rajouter un dernier petit mot, puis on donnera le mot de la fin à Sophie pour cette session? Oui, merci. Moi, ce que je tiens à souligner avec toutes ces présentations, c'est vraiment ce qu'on parle maintenant de recherche translationnelle, c'est-à-dire de la paillasse au patient. Et il y a vraiment beaucoup de travail quand on me propose, par exemple, un essai clinique comme ça, de travail préparatoire qui ont duré des années, qui ont été très compliqués, très complexes, qui nécessitent beaucoup d'autorisation, de dossiers. Il y a une lourdeur, même administrative, qui est très lourde et qui... Voilà. C'est vraiment des choses importantes et bravo à ceux qui réussissent à franchir toutes ces étapes. Oui, tout à fait. Et donc Sophie, le mot pour la fin, donc votre sentiment après cette session, donc une meilleure compréhension à minima, j'imagine, des mécanismes et donc du coup une lueur d'espoir, a priori, donc ce que nous disait le professeur Adotevi, d'une bonne réponse des patients atteints de glioblastome dans cet essai. Effectivement, les résultats présentés me mettent du baume au cœur. Donc j'espère que j'irai le plus loin possible dans la phase de rappel. Moi, je l'ai commencé, je suis maintenant dans la phase de boost, comme disait le professeur. Et j'espère que pour moi et pour les autres, vous continuerez à chercher et que vous trouverez.
Et je tiens vraiment particulièrement à vous remercier très chaleureusement de votre présence. Ce n'est pas tout le temps simple en fait de s'exposer, d'expliquer en fait la problématique, notamment dans cette pathologie très particulière. Donc vraiment un merci très appuyé de votre présence en fait aujourd'hui. Voilà, nous allons clore cette session et donc je remercie les différents intervenants d'aujourd'hui et voilà, à bientôt. Merci. Merci à tous.